JB, Bison Bleu, je m'attaque à la review d'un monstre de Canon, le RF 2870 f2. Canon nous a prouvé avec ce 70-200 qu'il pouvait délivrer une qualité d'image à la hauteur des meilleurs du marché, tout en optant pour une architecture plus compacte, un design optique épuré et des matériaux plus légers. Oui, j'enchaîne en toute simplicité. Après cette intro outrancière, c'est le style à la maison. Outrance et simplicité. Et du coup, je sais plus où j'en suis. Oui, cet objet, ça a été un carton. Et c'est pourquoi, en développant le 2870, les mecs de chez Canon se sont dit, on va faire exactement l'inverse. Les ingés de chez Canon se sont dit, on va tout mettre dans le design optique. On met tout. Salade, tomate, oignon, on met tout et ensuite on voit ce que ça donne sur le poids et sur le prix aussi. Et ben ça donne ça quoi. 15 cm pliés, certains diront pas mal. Un filetage de 95 mm. Je la refais sans le bruit. Un filetage de 95 mm, 1,4 kg sur la balance et 3300 €. Alors pour remettre les choses en perspective, 1,4 kg, c'est le poids de ça. L'ancien 70-200 EF. Et pour remettre le prix en perspective, 3300 €, et ben c'est cher. En fait, mon combo actuel pèse 200 grammes de plus que l'ancien. Vous allez me demander pourquoi j'ai choisi ce 2870 extravagant au lieu du nouveau 2470 stabilisé, qui est plus raisonnable au niveau des specs et financièrement. Bon, déjà parce que j'avais l'occasion d'avoir le plus gros une fois dans ma vie et c'est toujours bon à prendre. Plus sérieusement, il faut que je vous parle de ma relation avec le 2470. J'ai acheté ce 2470 2.8 version 2. Et j'avoue que j'aurais pu me satisfaire de la version F4 vu les ouvertures dans lesquelles on évolue en studio. Mais il avait des moins bonnes critiques, une moins bonne charte MTF. Et du coup, je suis parti sur le 2.8. Cet objet est sorti il y a presque 10 ans. C'est un monstre de travail. C'est l'objectif le plus rentable que j'ai eu en studio comme en extérieur. Il a une super prise en main, un autofocus ultra précis, un piqué improbable pour un zoom et des défauts très contrôlés. Et la killer feature pour moi, c'est sa capacité proxy avec une mise au point à seulement 38 cm. Cet objectif est devenu si incontournable qu'ici on l'appelle le money maker. Et si je regarde les exifs des photos que j'ai produites ces 5 dernières années professionnellement, 95% sont produites avec cet objectif, 10% avec cet objectif et le pourcent restant avec le reste de mon parc d'optique. Comment ça, je suis nul en maths? Mais comment dire? Comment dire? Parce qu'il y a un mais. J'aime pas les images que produit cet objectif. Enfin si, non mais si, elles sont très bien, elles sont très bien. Techniquement c'est la fête, le bokeh est super doux, le plan focal est bien sharp et la distorsion est vraiment super contrôlée. Et le vignettage, j'aime bien ça, et au pire il y a les profils de correction. Même les Sunstar sont cool, comme sur beaucoup d'objets Canon d'ailleurs, mais ça m'empêche pas de trouver les images qui sortent de cet objet relativement chiantes. Faut pas oublier qu'en photographie, la lumière, le stylisme, le storytelling auront toujours plus d'importance que le rendu d'un objet ou d'un boîtier. Et sur ce point, cet objet fait parfaitement le taf. Il vous lâchera jamais quelles que soient les conditions et offre toujours un focus super précis et une excellente résolution. Le seul truc que j'attendais de la part de Canon pour rendre cet objet encore plus productif, c'était l'ajout d'une stab qui n'arrivera finalement jamais, du moins sur la gamme EF. Oui, parce que Canon a fini par sortir 2 versions RF de son standard pour inciter les gens à lâcher la monture EF. Le premier, c'était tout ce que je demandais. Un 2.8 constant, stabilisé, sans perte de performance optique et avec un encombrement, comme lui, assez limité. Et le deuxième, personne ne l'avait demandé déjà, c'est ça. 4 mm de moins, mais un diaphragme de plus sur toute la plage focale et la promesse d'une qualité d'image proche de focale fixe. La construction, elle est désormais en grande partie en polycarbonate, comme sur le 2470 EF d'ailleurs, qui était l'un des premiers à inaugurer le plastique sur une gamme L. La finition mat par contre fait beaucoup plus haut de gamme sur le 2870, mais à voir comment ça va vieillir dans le temps. Il suffit de voir une coupe de cet objet pour voir pourquoi il coûte cher. 19 éléments, 13 groupes, dont 4 sont asphériques. Les lentilles asphériques ont plusieurs courbures.
et ça permet le travail de correction que faisait jadis un groupe entier de lentilles. Mais ça coûte cher. Il y a aussi 3 éléments super faibles dispersion contre les aberrations chromatiques. Pépette aussi. Et il y a des revêtements super pointus contre le flare, contre le ghosting. On est sur une architecture très coûteuse que généralement seules les marques à grosse marge comme du Zeiss, comme du Leica peuvent se permettre. Pour beaucoup de gens, f2 c'est un poil plus de séparation par rapport à du 2.8, mais pour moi c'est surtout un diaph de lumière en plus. C'est ISO 2000 au lieu de ISO 4000, c'est 1/500e au lieu d'un 250e, et ça se ressent vite sur la qualité d'image. Et pour mon style de photo, un stop de plus c'est pas rien. Et puis j'attendais aussi de cet objet qui m'apporte un supplément d'âme en plus, pour mes clients comme pour mes photos perso d'ailleurs, et ça me manquait avec ce 24-70. Alors oui, en mode ou en pub, on shoot plus à f8 qu'à f2, et j'aurais pu certainement avoir des images plus sharp à ce genre d'ouverture avec un objectif comme le 24-70 version stabilisée. Mais Canon promettait jusqu'à 8 stops de stabilisation avec cet objet couplé à un R5. Comme le 24-70 stabilisé, et comme ce 70-200 stabilisé. Et ceci grâce à un cercle d'images énorme, il exploite à fond les capacités de l'IBIS du... Je vous sens dubitatif. J'ai réalisé que j'arrivais à 95% d'images nettes à 1/50e. Avec l'IBIS activé, j'arrive au même taux de déchets à 1/6e. Même résultat qu'avec ce 70-200. Boum! Et non, chute. J'ai pas fini. J'arrive au même résultat sur mon bon vieux 24-70 de 2012. Alors bon, ce test n'a rien de scientifique et mes tremblements ne sont pas quantifiables, ni reproductifs, ni comparables aux vôtres. Pour vous dire, j'ai même buté dans mon test à 1/25e avec l'IBIS activé. Et c'est en travaillant ma respiration et ma prise en main que j'ai pu gratter 2 stops et descendre à 1/6e. Moralité, la stable est franchement pas mal dès qu'on colle absolument n'importe quoi devant un R5, un R6 ou un R3, et vous gagnerez plus en travaillant votre technique qu'en vous reposant sur ce type de spec. Et poursuivons le tour des specs. Distance minimale de mise au point, 39 cm contre 38, 0,18 de magnification contre 0,21 sur le terrain. Les différences sont franchement assez négligeables et je suis assez content de pouvoir faire du détail ou du produit de petite taille avec cet objectif. On arrive sur ce que tout le monde attend, le piqué. J'ai testé le 28-70 à f2, à 2.8 et à f4. Je me suis arrêté à f4 car sur des objets de ce prix, si ça commence pas à piquer un peu à f4, faut penser à se faire rembourser. Je l'ai testé à 35 mm, 50 mm, 70 mm contre ce 24-70, mais aussi contre le 70-200. Mon verdict ? Faut que je change de mire. On arrive à de telles résolutions que ma pauvre mire de 40 par 60, 1200 dpi a trouvé ses limites. Et j'ai dû zoomer parfois jusqu'à 500% pour voir des différences. Clairement, les 45 mégapixels du R5 sont vraiment limites pour mettre en exergue les défauts du 28-70. Et ça, c'est super rassurant pour la suite, car cette gamme RF est vraiment future-proof. Les aberrations chromatiques latérales sont mieux gérées sur le 28-70. Pour le piqué global, par contre, et les aberrations longitudinales, celles qui sont avant le plan focal et après le plan focal, là, je vais vraiment avoir du mal à vous donner un avis scientifique. À cette distance et à f2, la profondeur de champ est si courte qu'une perte de piqué peut être juste due à un mauvais alignement de la mire sur le plan focal. Et je vais devoir tirer une mire plus grosse et reculer pour avoir plus de profondeur de champ et me faire une meilleure idée. J'ai cru constater une légère perte de piqué à pleine ouverture avec le 28-70, mais comme j'étais vraiment pas sûr de la rigueur de mon setup, j'ai préféré shooter un truc plus organique. Sur ce test, on voit de manière bien plus claire la supériorité du piqué des objectifs RF à 2.8. Alors, le 24-70 s'en tire extrêmement bien, mais on sent que cet objectif butera sur des capteurs de 70 mégapixels et plus. Du côté des RF, on a de la marge et ils vont pouvoir gérer de bien plus hautes résolutions. La restitution des couleurs est aussi un peu meilleure sur les RF, ainsi que la transmission. Étrangement, c'est le 70-200 qui est légèrement devant niveau transmission. Mais en regardant son bokeh, je le soupçonne d'avoir un diaphragme un peu plus ouvert à 2.8 que les autres. Et maintenant, vous l'attendiez, le 28-70 dans toute sa splendeur à f2. Et là, c'est une excellente surprise. Aucune perte de piqué, résolution maximum dès la pleine ouverture. Et voyez aussi
le bokeh apporté par cette ouverture comparé à du 2.8. Le bokeh est extrêmement doux à f2. Gardez à l'esprit qu'à f2, on est plus proche du 1.8 que du 2.8. Hein. Franchement, j'adore. J'ai toujours aimé le bokeh Canon pour sa douceur, mais ça se faisait souvent au détriment du piqué d'ailleurs. Et chez Sigma, au contraire, on a un piqué maximum au détriment du bokeh qui est souvent très sec. Ici, boum! Pas de compromis, on est sharp au maximum avec des transitions et des flous super crémeux. C'est franchement à ce genre de caractéristiques qu'on peut comparer le rendu du 28-70 à un objectif fixe. Notez aussi le grain plus fin, car ouais, à f2, on gratte un stop dans les ISO, ce qui n'est pas rien pour le rendu de l'image. Bah, je suis à ISO 500 au lieu de ISO 1000. Alors, chose majeure à mentionner dans ce test, les mecs, 1,4 kg c'est pas rien. Hein. C'est le poids de ce vieux 70-200 de 8, mais dans une enveloppe vraiment beaucoup plus compacte. Ce qui le rend, en termes de perception, beaucoup plus lourd. Donc ça tire sur le poignet et ça confirme ce que je pense des dimensions du R5. Canon a vraiment besoin de boîtiers plus gros avec ce genre d'objectif, avec un vrai bon gros grip quoi. Et personnellement, j'ai rien contre le poids si l'ergonomie suit, et je trouve ça un poil limite actuellement. À tester évidemment, monter sur un Canon R3. Avec autant de verres à bouger, je m'attendais plutôt à ça. Mais au final, il opte pour un bon vieux moteur USM super coupleux et il s'en sort très bien. En tout cas, pour la vitesse et pour la précision. Parce qu'au niveau du bruit, j'avais pas tapé sur la table depuis le début de... Bref, que conclure de cette vidéo? Moi, le premier truc qui me frappe, c'est ce 24-70 quoi. Mais c'est un putain d'objet, encore aujourd'hui, en 2021. C'est vraiment un achat super malin pour ceux qui veulent une qualité de fou sans se ruiner. Et franchement, il supporte super bien les 45 mégapixels du R5. Je m'engage pas à ce qu'il supporte du 80 ou du 100 mégapixels, qui pourrait d'ailleurs débarquer dans un futur assez proche. Non, non, il n'a pas été pensé pour ça, mais vraiment, waouh! Et super objet. Bon, les deux RF, eux, ont un avenir super long devant eux et je me fais aucun souci de les voir coller à des très très gros capteurs. Et encore une fois, franchement, c'est sécurisant, hein, car avec les gros capteurs qui vont débarquer, la diffraction va arriver encore plus tôt, vers 6.4 ou vers 5.6 même. Et c'est vraiment cool de voir des objets qui peuvent délivrer leur résolution maximum dès la pleine ouverture. Par contre, pour ce 28-70, Canon a vraiment dû déplacer des montagnes pour faire un transstandard de qualité avec un diaph de plus sur toute la plage focale. Et franchement, ça se paie quoi. Non, non, il n'y a pas de jeu de mots, ça se paie 3300 balles quoi. C'est super cher. Bon, en tout cas, ça se paie pas sur les compromis optiques. On a vu sur l'architecture de cet objet, beaucoup de moyens ont été mis en œuvre pour avoir des performances qui, pour certains, seront marginales par rapport à l'investissement. Hein. Donc à chacun de voir si ce prix et ce poids valent les gains. En fonction des attentes d'ailleurs, et du porte-monnaie, je vous dirigerai plutôt sur la version stabilisée du 24-70 RF ou même vers ce bon vieux 70-200 EF. Pour ma part, malgré un confort d'usage franchement très moyen couplé au R5, je le garde parce que c'est pour moi un investissement sur l'avenir. Et vous l'avez compris, hein, cet objectif, c'est un pilier dans mon travail, donc le prix n'est pas un problème. Et de plus, je pense vraiment que son potentiel sera révélé dans les années à venir. J'ai vraiment confiance dans les résolutions que pourra atteindre cet objet et clairement, le R5 lui chatouille juste les pieds, si tant est qu'il ait des pieds. Et si l'optique était le seul critère, je peux vous dire sans prendre trop de risques qu'on a là devant nous le meilleur transstandard jamais produit, toutes marques confondues. Mais à vous de voir si cela vaut l'investissement. Oh putain. Sur ces douces paroles, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hydratez-vous, suivez nos vidéos, abonnez-vous et on va essayer d'élargir le contenu de la chaîne prochainement aussi. Motivez-nous avec un petit pouce, un petit commentaire, ce genre de truc, s'il vous plaît. Me forcez pas à supplier. C'était JB, Bison Bleu. Ciao.